Que vous soyez en enseignement, en orthophonie, en psychoéducation, en éducation spécialisée ou en service de garde et soutien à la classe, venez faire la différence dans les écoles du Centre de services scolaires de Montréal. Consultez les opportunités au cssdm.ca/emploi. Bonne écoute. Nous sommes lundi 21 avril. Voici à la une. Bon lundi, bon début de journée. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous avez encore une journée de congé aujourd'hui, la fin de semaine qui se prolonge, alors profitez-en bien. Et si vous êtes encore justement dans cette journée de congé, tranquillement à vous réveiller, laissez-moi vous dire qu'on apprend ce matin une nouvelle qui résonne partout à travers le monde. Ce matin, la mort du pape François, il avait 88 ans. Le souverain pontife qui avait été élu en 2013, il était devenu alors le premier pape sud-américain et il était toujours en convalescence, le pape François, depuis sa sortie de l'hôpital le 23 mars dernier. C'était tout de même offert hier un bain de foule surprise à la place Saint-Pierre auprès de milliers de fidèles qui étaient réunis pour célébrer Pâques. Son décès qui survient un mois à peine après sa sortie de l'hôpital où il avait été admis pour traiter une double pneumonie. Souverain pontife, on le savait déjà affaibli par des problèmes de santé à répétition, des interventions chirurgicales. Il avait, au cours de cette dernière hospitalisation qui avait duré 38 jours, avait frôlé la mort également à 2 reprises. Voilà que ce matin, le Vatican nous confirme son décès. On va évidemment revenir sur son parcours, notamment au cours de cette émission, parcours de ce pape réformiste. On verra aussi avec Vincent un peu plus tard, là, les réactions, elles sont déjà très nombreuses à l'annonce de ce décès. Mais d'abord, regardons un peu ce qui nous attend là, dans le concret chez nous, Véronique, avec la météo. À quoi s'attendre aujourd'hui? Bien, je pense qu'on s'en va du bon côté température. On a touché la barre des 20 degrés pour Gatineau, Montréal, Sherbrooke samedi. On a plongé dans le froid dimanche. Et là, aujourd'hui, on ira avec 9 à 11 degrés, 16 pour l'Estrie. Quand même du beau temps. Ça va s'ennuager cet après-midi. Les averses devraient toucher Montréal au cours de la soirée. Début de soirée, Montréal, au cours de la soirée en Estrie. Fin de journée vers les Laurentides, la Naudière, secteur de l'Outaouais, en milieu d'après-midi. Quelques averses, ça devrait déjà cesser en fin de nuit. Et demain, ce sera plutôt nuageux avec quelques éclaircies possibles en après-midi. Probabilité d'averses résiduelles de l'ordre de 40 % essentiellement le matin pour les régions les plus au sud. Par contre, vers Québec, demain, on aura des précipitations sous forme d'averses parce qu'aujourd'hui, l'ennuagement va se faire assez tard et il n'y aura pas de précipitations avant la fin de la journée, donc avant le début de la journée demain. Ce qui fait que les températures demain, ce sont des vents du sud-ouest qui seront présents. Alors, on ira chercher 13 à Montréal, 9 à 11 degrés un peu partout. Encore l'Estrie, tout près de 17 quand même. Et quand je disais on s'en va du bon côté, c'est que côté température, pour les 2 prochaines semaines, sur le sud du Québec, je ne vois pas de maximum sous les 12 degrés. Alors, ça va faire du bien, c'est ça. quand même une tendance là, qu'on attendait depuis longtemps. Les 15 degrés durables s'installent d'habitude vers la fin avril. Alors, je pense qu'on va toucher à quelque chose là, cette semaine, même si ce sera quand même assez perturbé et que le soleil sera peu présent. Mais bon, du côté de l'Abitibi, on a cette pluie qui va s'installer un petit peu plus tôt aujourd'hui. Autour de 5, c'est le maximum. Ce sera une belle journée pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Sous le soleil, 6 à 8 degrés. Les précipitations commenceront au cours de la soirée et de la nuit. Ça peut être mêlé d'un peu de neige fondante. On sait que les gens de l'Est du Québec y ont goûté côté neige en fin de semaine. Encore du vent et des accumulations. Mais là, aujourd'hui, on met ça de côté. Du beau temps sur la Côte-Nord également. 9, c'est le maximum et on parlera de pluie pour la journée de demain. En territoire ontarien, principalement pluvieux vers Sudbury. Thunder Bay, c'est mêlé de neige. Ça pourrait laisser quelques centimètres par endroit. 4, c'est le maximum. 10 pour Sudbury. Toronto-Windsor, ennuagement, suivi d'averses, quelques orages. Les températures du côté de Windsor, 23 aujourd'hui, 10 pour Toronto. Beau temps à Ottawa, ennuagement cet après-midi, suivi de quelques averses. On touchera la barre du 10 degrés. Et dans l'ouest, ça se dégagera à Vancouver.
11 à 14 degrés, généralement nuageux vers Edmonton. Un petit peu de neige à Calgary, 5 centimètres aujourd'hui. Donc, on fait un petit plongeon en temps un petit peu plus frisquet là, pour l'Alberta, mais ça va remonter assez rapidement cette semaine, les températures. Même chose pour le sud de la Saskatchewan. On aura des précipitations ce soir. D'ici là, ça sent nuage. 13, c'est le maximum aujourd'hui, mais il pourrait y avoir un peu de neige la nuit prochaine. Ça restera variable vers Winnipeg avec des températures dans la quinzaine de degrés. Et de ce côté, c'est le contraire. Ça va se refroidir un petit peu cette semaine. Alors, un petit peu de yo-yo côté température dans les prairies. Et je pense que sur le sud du Québec, on est sur une belle lancée là, qui devrait nous apporter une douceur un peu plus réconfortante. Bon, on aime ça entendre ça. Tant que les 30 degrés n'arrivent pas trop vite. Non, parce que ça, on n'est pas pressé. Merci, Véronique. Au sport maintenant. So Tavares on this draw, wins it from Giroux, and a shot scores! William Nylander, 5-on. Les Maple Leafs de Toronto, Olivier, qui ont eu l'avantage, qui s'imposent en premier dans cette bataille de l'Ontario face aux Sénateurs d'Ottawa. Cette série qu'on va suivre avec beaucoup d'attention de par son intensité, bien entendu, avec cette rivalité entre Ottawa et Toronto. Match qui avait lieu à Toronto pour la toute première rencontre et ça a été dominé justement par les locaux, les Maple Leafs qui ont remporté ce match 6-2. On a beaucoup parlé de ses débuts pour les Sénateurs. Plusieurs joueurs de cette équipe ont jamais goûté aux séries éliminatoires et hier, il y a peut-être un peu d'immaturité qui a ressorti lors de cette première rencontre avec 38 minutes de pénalité décernées lors de ce premier match. C'est bien beau la robustesse, mais il faut quand même aussi savoir se contenir au bon moment. Donc, ces 3 buts en avantage numérique des Maple Leafs ont fait mal dans cette victoire de 6-2. Donc, les Leafs prennent les devants 1-0 dans cette série. C'était le tout premier match entre les deux équipes. Et effectivement, ça donne le ton peut-être à cette série. Reste à voir s'il n'y aura pas un peu de doute qui va s'installer dans la tête de ces jeunes sénateurs qui, comme je le disais, le goûtent aux séries éliminatoires pour la première fois. Il y avait 3 matchs dans la Ligue nationale de hockey hier. Les Hurricanes de la Caroline qui n'ont fait qu'une bouchée des Devils du New Jersey. Victoire de 4-1 pour eux. Les Hurricanes qui prennent les devants 1-0 dans cette série. Même chose pour les Golden Knights de Vegas qui ont battu hier le Wild du Minnesota. Une victoire de 4-2. Et bien sûr, ce qui va retenir notre attention ce soir, ce sont les 2 premières rencontres de 2 clubs canadiens. Tout d'abord, le Canadien de Montréal à 19h ce soir entame sa série face aux champions de l'Est cette année, les Capitals de Washington. Et plus tard en soirée, les Oilers d'Edmonton joueront aussi leur première rencontre. Ils sont à Los Angeles, donc sur la route pour les 2 premiers duels face aux Kings. Et il y aura aussi 2e match pour les Jets de Winnipeg face aux Blues de Saint-Louis. Les Jets qui ont remporté la première rencontre en prolongation. Ce sera comme ça pour les prochaines semaines. Beaucoup de choix pour les amateurs 4 matchs, ce soir devant leur écran. Côté féminin, sinon? Bonne gestion des changements. C'était la pression de Janicki avec un tir à le but! Là, il y a de la déception, Olivier, oui. Déception pour les Canadiennes qui ont échappé lors en prolongation de la finale des mondiaux féminins de hockey sur glace. Parce qu'elles avaient réussi donc à créer l'égalité 3-3 et forcer la prolongation face aux Américaines. 23e duel entre 24 présentations des mondiaux féminins entre ces 2 équipes, entre le Canada et les États-Unis. Les Canadiennes qui étaient donc championnes en titre et malheureusement pour eux, ça leur a glissé entre les doigts en raison d'une mauvaise sortie de zone en toute fin de prolongation, là, Jocelyne Hara qui a malheureusement redonné le disque aux Américaines qui n'ont pas raté l'occasion pour marquer ce but de la victoire. Une victoire de 4-3 pour les Américaines, donc qui retrouvent ce titre mondial. Je vous rappelle qu'on est à un peu moins d'1 an des Jeux olympiques de Milan-Cortina d'Ampezzo. Donc, ce résultat donne bien sûr le ton peut-être à cette confrontation qu'on pourrait retrouver dans un peu moins d'1 an en Italie entre ces 2 équipes. On devrait les revoir en finale et donc en espérant que le Canada pourra peut-être retrouver un peu de sa superbe et pouvoir confirmer tout ça lors du match ultime. À suivre. Donc, merci Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Le pape François est mort ce matin à l'âge de 88 ans. Le Vatican qui a confirmé la nouvelle et vraiment une nouvelle qui fait réagir partout sur la planète. Le souverain pontife était sorti de l'hôpital le 23 mars après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour traiter une double pneumonie. François avait été élu chef de l'Église catholique en 2013 et pourtant personne n'avait prévu l'arrivée de cet homme étonnant, encore moins ce qu'il allait incarner. Certains parle même de la révolution François. Alain Crevier revient sur son parcours.
Jorge Mario Bergoglio est né à Buenos Aires, en Argentine, en 1936. Une famille modeste de 5 enfants, une enfance somme toute ordinaire, sauf que, déjà à 17 ans, il savait ce qu'il voulait faire de sa vie. Prêtre et même jésuite. Mais pouvait-il imaginer qu'un jour, encore jeune, il serait le chef de tous les jésuites d'Argentine en pleine dictature militaire et plus tard, archevêque et même cardinal de Buenos Aires? Ce sont des titres de prestige qui n'empêchent pas le cardinal Bergoglio de prendre les transports en commun pour se rendre dans les villas de misère qu'il aime bien fréquenter. Pendant toutes ces années, Rome semble tellement loin du petit monde de Bergoglio. Et pourtant... Noniam aptas esset monus Petrinum eque administrandum. En février 2013, au Vatican, coup de théâtre. Entre tempête et crise, le pape Benoît XVI démissionne. La situation est totalement inusitée. Il n'y a pas de deuil à faire, ni de funérailles, mais il y a une église en eau trouble. Les cardinaux réunis en conclave cherchent celui qui sortira la vieille institution du marasme. Et contre toute attente, c'est vers lui qu'ils se tournent, Jorge Mario Bergoglio. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ils sont venus me chercher à l'autre bout du monde, dit-il le soir de son élection. Les cardinaux savaient-ils cependant que ce nouveau pape ne ferait rien comme les autres? D'abord, il choisit le nom de François, comme dans François d'Assise, l'ami des pauvres dont il ne cessera plus jamais de parler. Et dès son élection, il refuse la Mercedes, il ne dort jamais au palais, il crée plutôt des commissions, il lance des réformes et il frappe fort, souvent avec des phrases courtes qui mettent le feu aux poudres. Qui suis-je pour juger, lance-t-il à propos de la foi et de l'homosexualité? Quelques mots qui ont l'effet d'une bombe et lui valent une immense popularité, comme le souligne le vaticaniste Marco Politi. François a balayé toute la problématique sexuelle. Toutes les angoisses sexuelles dont on parlait dans l'Église. Padre nostro che sei nei cieli. On pourrait dire que ce « qui suis-je pour juger », c'est le slogan de tout son pontificat. Mais au-delà de cette popularité, ce qu'on découvre, c'est un homme méconnu, qui est prêt à se battre sur tous les fronts. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit aux jeunes qu'il rencontre, comme se souvient Lou Besmont de Senneville, journaliste du quotidien La Croix, qui a accompagné le pape au Brésil. Il leur dit: mettez le bazar dans l'église, mettez le bordel dans l'église. Pour le sociologue Dominique Volton, qui a rencontré le pape à maintes reprises, ce qui frappe, c'est son impatience. C'est un homme en colère, et en colère contre les injustices. Pour lui, l'église, c'est l'église des pauvres pour les pauvres, pas des riches. Les migrants, les divorcés remariés, les femmes dans l'Église, les finances, les scandales de pédophilie, la révolution de François dérange, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. On le traite même d'hérétique et certains veulent le renverser. Le vaticaniste italien Marco Politi en témoigne. L'opposition se sent plus libre à être agressive. Alors, j'ai vu un évêque italien qui me disait: je viens à Rome et je vois des bons croyants qui me disent: j'espère que le pape va mourir parce qu'il va ruiner l'Église. Mais des années de combat sur tous les fronts à la fois, que reste-t-il sinon la solitude et bien des cicatrices? Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Quand il arrive au Canada en juillet 2022 pour demander pardon aux Premières Nations pour le rôle de l'Église dans le scandale des pensionnats pour Autochtones, c'est un vieil homme, seul et souffrant, qui se retrouve face aux fantômes du passé de l'Église. Comment réparer ce qui s'apparente à un génocide? Un homme épuisé, dirait-on. Toutes ces batailles ont-elles changé le monde? Que restera-t-il des batailles de François? Lui, ce qui lui importait le plus, c'était le cœur de cette institution vieille de 2000 ans. Il voulait changer les mentalités, retrouver l'esprit qui animait l'Église à ses débuts. Mais l'Église voulait-elle de cette révolution?
c'était Alain Crevier. Et puis, on reviendra un petit peu plus tard à l'émission sur les réactions à son décès. Elles sont déjà nombreuses. Elles figurent déjà sur les sites Internet des différents médias. Vous pourrez le voir. Mais sinon, regardons ce qu'il y a aussi à la une dans le reste de l'actualité avec Gabriel Lemarquand-Perrault à Ottawa. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Marie-Michel. Alors, notamment, là, ce qui retient l'attention, c'est cette dernière ligne droite de la campagne électorale fédérale. Les chefs se préparent à faire pression sur les électeurs alors que des millions d'entre eux ont voté par anticipation. C'est la une ce matin du quotidien Le Globe and Mail. Des millions de Canadiens qui ont voté par anticipation au cours de ce long week-end. Et pour les chefs, eh bien, il leur reste une semaine pour convaincre les électeurs que leur proposition constitue la meilleure feuille de route pour que le Canada, en cette période d'instabilité économique. Le Globe aussi consacre ce matin un portrait de 2 pages au chef néo-démocrate Jagmeet Singh et à son parti qui ont perdu le soutien des libéraux, qui sont confrontés aussi à un avenir incertain. M. Singh qui n'abordera pas la question de son avenir politique avant la fin de l'élection fédérale. À la une ce matin du Toronto Star, les partis se préparent pour le sprint final. Les chefs diffusent des messages clés dans les circonscriptions où la bataille va se jouer. Le Star, d'ailleurs, ce matin, nous apprend selon un document, a mis la main sur un document du Parti conservateur du Canada qui décrit l'utilisation des commissions parlementaires pour notamment des publications, de la publicité sur les médias sociaux, un moyen de retarder, de faire dérailler l'agenda et les priorités du gouvernement. Voilà comment les conservateurs fédéraux considèrent les commissions parlementaires selon ces documents internes obtenus par le Toronto Star, qui offre un rare aperçu de la stratégie du Parti conservateur. Et selon ces documents consultés par le Star, eh bien, on y décrit dans ces documents les pratiques typiques, comme s'assurer que chaque commission dispose d'un groupe de discussion sur le réseau social Signal et que les membres sont parfaitement au courant de leur dossier et que certains protocoles de médias sociaux sont aussi respectés. D'ailleurs, vous lirez ce matin le texte de Lise Denis sur le site du quotidien Le Droit, ici même à Ottawa. En prévision du scrutin du 28 avril, Lise Denis est allée voir les pêcheurs pour savoir ce qui les préoccupe, les exportateurs aussi de fruits de mer qui regrettent d'avoir mis tous leurs œufs dans le même panier alors que leurs 2 principaux clients, la Chine et les États-Unis, se livrent une guerre commerciale. Et aussi, la presse, on passe de la pêche à l'agriculture alors que la Presse Plus est allée à la rencontre de Martin Caron, qui est le président général de l'UPA et producteur laitier, pour parler justement des priorités électorales pour les agriculteurs québécois. Et selon lui, bien, le gouvernement devra défendre bec et ongle la gestion de l'offre et promouvoir l'achat local de façon exceptionnellement soutenue. Et Gabriel, dans la presse, ce matin, on revient sur l'assassinat d'un leader sikh en Colombie-Britannique. C'était survenu il y a près de 2 ans. Oui, dans le stationnement du temple sikh Guru Nanak, la journaliste Mélanie Marquis qui s'est rendue sur place, donc il y a bientôt 2 ans à cet endroit précis, Hardeep Singh Nijjar, une figure de proue du mouvement pour l'indépendance du Kazakhstan, a été victime d'un assassinat qui aurait été commandé par New Delhi. Son souvenir, lui, est encore bien vivant, que ce soit sur l'affiche format géant qui orne la devanture ou sur la pancarte qui annonce la porte qui sera bientôt bâtie en sa mémoire. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis l'exécution extrajudiciaire de Hardeep Singh Nijjar. En rafale, il y a eu les allégations publiques de Justin Trudeau sur la complicité du gouvernement indien, des expulsions réciproques de diplomates canadiens et indiens, aussi l'arrestation de suspects dans le dossier, mais également de violents affrontements entre Sikhs et Hindous à Brampton et à Mississauga en Ontario. Et il y a aussi ce rapport d'enquête publique sur l'ingérence étrangère par la juge Marie-Josée Hogg. Et ce qu'on apprenait notamment dans ce rapport, c'est qu'après la Chine, l'Inde est le pays le plus actif en matière d'ingérence étrangère électorale au Canada. Alors, long dossier de Mélanie Marquis, c'est à lire à la une de la Presse Plus ce matin. Et puis, la saison touristique canadienne, Gabriel, pourrait avoir des airs de pandémie cette année.
Article de la collègue Raphaël Drouin sur notre site Internet ce matin. Plusieurs Canadiens vont se tourner cet été vers des destinations, des paysages plus locaux que les traditionnelles plages du Maine. En raison du boycottage de destinations américaines, plusieurs acteurs du milieu touristique s'attendent à un fort achalandage et se préparent même à une saison estivale qui pourrait ressembler à celle de 2020. Parlant de boycottage, vous lirez aussi ce dossier de la presse ce matin sur le vin, l'industrie du vin canadien avec cette guerre commerciale. Le Canada qui doit profiter de la guerre commerciale pour faciliter le commerce du vin entre provinces. C'est du moins l'avis d'Artera, un des principaux acteurs du marché, dont l'usine d'embouteillage est située dans la région de Rougemont. Merci, Gabriel. Bonne journée. Et revenons sur cette nouvelle qu'on apprenait ce matin, le décès du pape François. Pour terminer l'émission, allons aux réactions. Elles sont déjà très nombreuses. Oui. Donc, décès, Vincent, de ce pape qui, il faut le dire, survient à peine le 24 heures après une apparition publique au Vatican pour Pâques. On le sentait fatigué, on le sentait affaibli. Il s'était d'ailleurs contenté de souhaiter joyeuse Pâques aux fidèles réunis place Saint-Pierre. C'est un autre membre du clergé qui a prononcé le traditionnel discours de Pâques. Le pape François, qui était, faut le dire, originaire, le premier pape originaire des Amériques et de l'hémisphère sud, premier pape aussi à venir d'Europe depuis 1300 ans. Donc, il y avait quelque chose d'assez unique avec le pape François. Il y a tout un protocole entourant le pontificat. Vincent, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Traditionnellement, les funérailles d'un pape, c'est une affaire assez élaborée, mais le pape François a récemment ordonné certains changements afin de s'assurer que la procédure soit beaucoup plus simple, un peu à son image, ne serait-ce que le cercueil. Le pape François a choisi un cercueil fait d'un bois simple avec du zinc. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne sera pas exposé sur une plateforme surélevée place Saint-Pierre devant le public. Il sera plutôt exposé dans son cercueil, un cercueil ouvert autour duquel les gens pourront venir se recueillir. François, qui sera le premier pape, une autre première, en plus d'un siècle, à être enterré à l'extérieur du Vatican. Il reposera à la basilique Sainte-Marie-Majeure. C'est une des 4 basiliques papales de Rome. Dans son dernier discours, le pape François a dit qu'il ne peut pas y avoir de paix sans liberté de religion, sans liberté de pensée, sans liberté d'expression. Bref, le pape François là, qui s'éteint à 88 ans et qui, on vient de l'apprendre en ce lundi saint, en ce lundi de Pâques. Là. Et il a laissé sa marque, on le voit notamment dans les réactions qui sont nombreuses déjà. Plusieurs réactions. Le président français qui est parmi les premiers dirigeants à avoir rendu hommage au pape François en disant que c'était un homme humble qui défendait les plus vulnérables. Ça revient souvent. Et puis, les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui ont sonné sur le coup de 11 heures à Paris, 88 coups en hommage au pape François décédé à l'âge de 88 ans. Merci Vincent. On y reviendra au cours des radiojournaux ce matin. Dans un instant, votre équipe matinale prend le relais. Vous enseignez au primaire, au secondaire ou en adaptation scolaire et vous souhaitez travailler au cœur de Montréal? Explorez toutes les possibilités dans les écoles du Centre de services scolaires de Montréal au cssdm.ca/emploi. Bonne écoute.